Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Bien, pour commencer, Wanidara, le cas de Wanidara quand même, ça a préoccupé. Absolument. Moi j'ai appelé ça cette violence inouïe qui s'exerce dans le silence. Comment peut-on comprendre ces exactions qui ont été exercées sur les populations de Wanidara? C'est très désolant, hein, c'est très désolant ce qui s'est passé à Wanidara. De passage, je voudrais quand même saluer le courage du ballet citoyen et tous les sages qui se sont investis dans la zone pendant quelques jours pour ramener le calme. Rien ne justifie une violence gratuite pareille, surtout en pareille circonstance. Je pense qu'il est de la force de tout le monde de dénoncer les exactions et le fait que les forces de l'ordre soient, par exemple, se soient introduits dans certains domiciles, ont saccagé des biens de certaines personnes. Des images circulent sur les réseaux sociaux. Des femmes ont été évidemment blessées, d'autres enfants. J'ai vu un enfant avec le doigt broyé, etc. Je pense que rien ne justifie des actes pareils. Autant il faut dénoncer ce que je continue à dire, hein, l'acte de certains jeunes isolés qui, le matin de bonne heure, s'adonnent à des pratiques indignes. Autant il faut dénoncer l'acte des forces de l'ordre qui ont pour responsabilité d'être stoïque face à certaines situations. Ouais. Je pense que quand on s'engage dans l'armée, quand on s'engage dans la police, quand on s'engage dans la gendarmerie, on doit avoir l'esprit stoïque, l'esprit solide, le caractère dur face à certaines provocations. Mais moi, je ne peux pas comprendre que tout le monde déplore la mort de ce policier Camara suite à ce lynchage des jeunes. Mais je pense que le seul justificatif qu'on aurait pu donner, la seule réponse qu'on aurait pu donner à cet acte qu'on qualifie de barbare, c'était de mener des enquêtes, d'arrêter les présumés coupables ou les coupables de cet acte-là et les traduire devant la justice. Mais cela ne justifie en aucun cas que les forces de l'ordre se déploient, assiègent. On a complètement assiégé Wanidara pendant quelques jours. Impossible de circuler, impossible pour certaines personnes de vaquer à leur activité et des biens ont été détruits, des forces de l'ordre se sont introduits dans des maisons, ont tabassé des femmes, ont caillassé des biens publics, etc. Je pense que c'était pas une bonne image de notre République que nous avons mis en avant ces derniers jours. Pour ma part, je veux dire courage à ceux qui ont perdu leurs biens. Je veux dire aussi courage aux femmes qui ont été rouées de coups, d'autres ont été complètement blessées, elles sont encore alitées à l'hôpital. Ce qui s'est passé à Wanidara est tout simplement indigne. Il faut le dénoncer avec force. Merci. Allez, je voudrais faire ce matin une proposition. Et si on remettait les compteurs à zéro et qu'à partir de ce qui s'est passé du côté de Wanidara, qu'on puisse montrer aux Guinéens que oui, cette fois-ci, la justice est bien réveillée. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je ne dis pas de les oublier, mais déjà qu'avec ces 3 derniers meurtres, qu'on puisse identifier les coupables et qu'on puisse justement faire appel ou bien convoquer tous ces militaires qui toutes ces forces de l'ordre, les policiers qui se sont adonnés à ces exactions dans Wanidara, parce qu'effectivement, ça a vraiment chauffé de ce côté. Ce qui s'est passé, c'est inadmissible. C'est pourquoi moi, ce matin, je rejoins Roby là. Je voudrais saluer le travail de la structure Ballet Citoyen avec Sékou Koundounou. Ils se sont investis. Ils se sont investis en laissant de côté et l'opposition et le pouvoir. Ils se sont dit... Ils sont allés à la rencontre des imams. Ils sont allés à la rencontre des populations. Ils ont consulté les sages. Ils ont fait appel aux imams qui ont appelé les jeunes. Ils se sont écoutés. Ils ont prôné la paix. Ils ont pu obtenir que les jeunes quittent la route, mais également que les militaires aussi, les forces de l'ordre quittent la route. Je pense que c'est un travail qu'il faut saluer parce que pratiquement c'est la seule organisation de la société civile qui fonctionne. Justement, la société civile, c'est au-delà. Et un peu la COGELPED. C'est au-delà des mots. Justement, on devrait pouvoir avoir une société civile aujourd'hui qui s'investisse à fond, qui soit sur le terrain pour faire face aux problèmes comme ça. Parce que lorsque les politiques ont échoué, lorsque l'État même en tant que tel a échoué, il faudrait quelque chose, quelqu'un en qui les gens puissent se reconnaître, qu'ils puissent écouter. Et c'est ce qui s'est passé avec Sékou Koundounou et le Ballet Citoyen. Donc c'est à saluer, c'est à encourager. Aujourd'hui, ce que j'apprends, tout à l'heure Roby en parlait, il y a eu des violences. J'apprends que parmi la 60aine de jeunes arrêtés, seulement 8 sont de Wanidara. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette violence qui est en train de se passer, quelque part, c'est orchestré. Par qui, on ne sait pas. Mais c'est pourquoi dans les appels,
on le dit tout le temps, il faut arrêter. La politique reste ce qu'elle est. La Guinée reste notre Guinée. On ne peut pas brûler ce pays parce qu'il y a une mauvaise gestion, ceci, parce qu'il y a un accord qui a été violé par là. Déjà à la base, on l'a dit, on le dit tout le temps, ça fait des années, respectez les textes de loi. Ouais. Commencez par ça et lorsque vous ne vous entendez pas, trouvez 1000 manières parce qu'une guerre c'est assez compliqué. Et après les victimes, ce sont par exemple ces femmes qui se retrouvent alitées aujourd'hui, qui ne peuvent même pas vaquer à leur occupation. C'est ce gamin qui a son doigt broyé. Ce sont ces familles qui ont perdu leurs biens. Comme ça, banalement, j'ai lu ce matin le discours du chef de file de l'opposition. Je m'en réjouis. Vers la fin, effectivement, lui-même, il le dit, il ne faudrait pas donner la voix à ces vendeurs d'illusions, à ces Guinéens, à ces personnes qui ont envie aujourd'hui que le pays la brûle. Il le dit, pour moi, c'est comme une promesse. La Guinée ne basculera pas. Ouais. C'est un bon message et j'ose croire que le chef de file de l'opposition, il trouvera les voies et moyens pour contester ce pouvoir parce qu'il en a le droit. Il est de l'opposition, mais en même temps, mettre au-dessus de la mêlée la vie des Guinéens. Et bien sûr, le gros du travail revient à l'État parce que c'est l'État qui dispose tout. C'est le chef, le président de la République, les ministres et tout qui disposent du nécessaire pour garantir le bien de la population. Donc, il faut que chacun, à son niveau, puisse s'investir pour qu'on sorte de cette situation, de cette violence inouïe. Aujourd'hui, on est là, on parle de la même chose, on ne travaille même pas. Parce que c'est cela la vérité. Il y a un semblant de travail, mais même là, c'est au détriment de la population, mais on ne travaille même pas. Il faut qu'on sorte de cela. Les deux se sont retrouvés du côté de Paris. On a vu des photos et tout. C'est bien cela, mais il faudrait qu'au-delà des mots, ces gens-là nous montrent qu'ils sont là pour la population. Donc, tout ce qu'ils vont faire, ce sera pour le bien-être de la population. Il faut qu'on nous sorte de cette situation de guerre, de haine, de propos et de tout. Ça ne mine à rien. Merci, Mafoudou. Allez-y, Tamba. Vous avez été victime des violences de Ouattara. Vous êtes une victime collatérale. Oui, samedi dernier, au matin, entre 5h et 6h, mon grand frère qui avait emprunté mon véhicule, il passe donc par Ouattara et tout d'un coup, il voit le pare-brise de la voiture qui se dépièce, tout simplement. Et ensuite, il y a d'autres coups qui sont jetés, il y a d'autres projectiles qui arrivent vers la voiture, mais là, il fonce et heureusement, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Bakar, ce qui arrive à Ouattara et même partout sur l'axe, c'est très, très complexe. Ouais. Très complexe parce que sur les faits, déjà, ça exige une certaine démarche. Moi, je veux, dans la compréhension et dans le traitement de cette réalité, que l'on procède par partitionnement. Parce qu'il y a pas mal d'aspects à observer dans cette crise-là. Moi, je veux suggérer que quand il y a des morts comme ça, et quand il y a une telle violence, vous avez vu le retentissement qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, ceux qui appellent à davantage d'affrontements, malgré les efforts de pacification que l'on a pu voir, ceux-là même qui vont jusqu'à demander que l'on leur donne des armes pour en découdre avec l'État et même avec d'autres communautés, on a pu voir tout ça sur les réseaux sociaux. Quand on en arrive là, je pense qu'il faut faire une première chose. Il faut comprendre ce qui arrive. Au-delà des explications qu'on nous a données par le passé, qui frisent un peu la politisation, parce que moi, personnellement, je ne crois pas que l'on dise qu'il y a violence sur cet axe parce que il n'y a pas d'infrastructure scolaire, il n'y a pas d'aire de jeu. Je trouve que ça, c'est une réalité propre à toute la Guinée. Je suis d'accord. Je suis du même avis. À cet axe-là. Ouais. Moi, je pense qu'il faut sérieusement faire appel à nos universitaires pour comprendre ce qui est en train d'arriver. Que l'on n'improvise pas la réponse sur ce qui s'est passé du côté de Ouattara ces derniers jours. Il faut le comprendre de fond en comble. Interroger les gens, entendre les acteurs sur les motivations profondes de leurs actions. À ce moment-là, je pense qu'on pourra trouver une solution qui soit sérieuse. Mais encore une fois, il ne faut pas que l'explication qu'on va en donner soit politisée. Parce que je le redis encore, cet axe, comme la plupart des territoires en République de Guinée, sont démunis. Il est démuni autant que tous les autres territoires du pays. Donc c'est la première démarche que je veux suggérer de la compréhension. Ensuite, il faut chercher la réponse au qui. Quand il y a eu, en l'espace d'un jour, de 2, 3 victimes, c'était d'ailleurs en un seul jour. Ouais, les 7 et 8. Malgré les appels à la paix que l'on a eus, malgré les alertes qui ont été formulées, lorsqu'il y a eu 3 victimes comme ça, il faut quand même que l'on nous dise qui
a tiré? Mais c'est ça le problème. Qui a tué? Il faut qu'un jour on le dise. Vous avez vu la sortie du ministre Kera à l'occasion de la conférence de presse commune des 4 ministres. Moi, Il a dit que les forces de sécurité sont républicaines et il poursuit en disant que jamais on ne retrouve d'armes sur les agents. Il faut qu'ils sortent de ça. Je pense que c'est une explication trop gratuite. Je rapporte, précisant que chaque fois qu'il y a une opération de maintien d'ordre, il y a une fouille qui est entreprise, une fouille systématique sur tous les agents pour se rassurer qu'il n'y a pas d'armes non conventionnelles sur les agents. C'est trop facile. Je veux dire au ministre Keïra un peu de respect pour les victimes, un peu de respect pour les gens qui perdent leurs biens, leurs maisons, leurs voitures, ceux qui perdent la vie, un peu de respect pour ces gens-là. C'est ce qu'il faut faire. Et comment respecter la mémoire de ces personnes disparues? C'est de laisser la place à un autre. Ce ministre doit démissionner. Lui, on ne peut plus l'écouter. Sur les cas de mort du côté de Wanda, sur l'Axe ou même ailleurs, on ne peut pas écouter un ministre qui n'a pas trouvé une seule solution à 1000 problèmes. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a combien de cas de victimes qu'il y a eu depuis qu'il est ministre? Quelle est la réponse qu'il a donnée? Et ça va de même pour le ministre de la Justice. Moi, je ne veux pas, je ne conçois pas, je ne marche pas avec ceux qui disent... Honnêtement, les deux là non plus leur place au gouvernement. Je ne marche pas avec ceux qui disent que le ministre a tiré la sonnette d'alarme, il a fait telle communication, il a communiqué sur ci. Moi, je ne suis pas avec eux. J'ai envie de dire, il faut absolument que ces personnes quittent le gouvernement, que l'on nous trouve d'autres personnes qui sont suffisamment outillés et qui ont suffisamment de bagou et de courage pour faire face à la question de la justice. Ceux-là doivent quitter. Ça, c'est la deuxième observation que je veux faire. Mais Aboubacar, j'ai eu envie de le dire. En fait, si vous voulez, j'ai eu une sorte de démangeaison de pouvoir le dire. Ce matin, je devais le dire. Ça va encore jaser comme les gens ont l'habitude comme d'habitude, de s'en faire les comme d'habitude. Ce matin, les grandes gueules. Poser une bonne question. Mafoudia a dit qu'elle a apprécié le discours du chef de file de l'opposition. Les mots sont très beaux. Les mots sont très beaux. Mais il y a cet enregistrement qui a circulé. Et c'est là que ça m'amène à une autre réflexion tout à l'heure. Il y a cet enregistrement qui a circulé de Adja Alimatou Dalen Diallo. Aboubacar, ce qui ressort de cet enregistrement, c'est qu'on bidouille l'engagement, je ne dirais pas militant, mais milicien de certains jeunes. Quand on dit aux jeunes, allez-y barricader des routes, allez-y saboter des concerts. Parce que quand les jeunes ont dit qu'ils veulent le saboter, je n'ai pas entendu Dame Alimatou dire non, ne le faites pas. Il y a des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre. Ceux-là également doivent répondre. Ils doivent répondre. J'ai vu des journalistes respectables, pour moi en tout cas, que j'ai toujours respecté, soutenir qu'il n'y avait rien de grave à ça. Quand on donne de l'argent pour encourager le militantisme chez un individu, ça, ce n'est pas républicain. Le militantisme violent. Lorsqu'on dit à un jeune, lorsqu'on lui promet des biens matériels comme une moto ou quoi que ce soit, pour qu'il ait plus de courage, pour aller barrer des routes, continuer à mettre du désordre dans la circulation, Aboubacar, ça, il faut s'en indigner. Autant l'État fait mal en ne faisant pas la justice à ces familles qui perdent leurs enfants. Dame Alimatou n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de motiver ainsi des jeunes à semer le désordre dans la cité. Voyez ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, moi, c'est ce qui me fait mal. J'ai entendu, malheureusement, il faut le dire ce matin, j'ai entendu des jeunes, des gens qu'on a toujours respectés, qui ont eu toujours une certaine retenue, débordés. C'est le résultat du débordement, de la colère, de la frustration. Des gens ont dit, c'est notre communauté. C'est à notre communauté que l'on veut faire mal. Et vous avez vu, c'est devenu une histoire de nous contre de eux. Depuis 2010, c'est le discours qu'on nous a servi. En 2010, les élections présidentielles, c'était l'histoire d'une communauté contre une autre. C'est ce qui s'est passé. Mais ensuite, la logique a suivi. Partout en Guinée, quand ça ne nous concerne pas, on croise les bras. C'est ce qui est arrivé. Je me rappelle encore du cas Ebola, c'est nous qui avons lancé l'alerte ici. Mais j'ai entendu des gens dire, Dieu m'est témoin, j'ai entendu des gens dire, bah écoutez, ces gens ils mangent n'importe quoi. C'est à cause de ça qu'ils ont eu Ebola. Ensuite, quand il y a eu cette tentative de barricader Gekedou et Massanta, vous avez vu ce que ça a apporté du plus à ce que je suis en train de dire. Mais il n'y a pas que ça, Aboubacar Diallo. Lorsque Pelé et Konyanké s'affrontaient en Zérékoré, le président de la République prend son avion et il s'en va, il quitte la Guinée, pendant qu'il y a des dizaines de Guinéens qui s'entretuent entre eux. En fait, le message que l'on nous donne, c'est toujours l'histoire d'un groupe contre un autre.
l'histoire d'un groupe contre un système. Et c'est pourquoi les luttes ne vont pas prospérer dans ce pays. Quand on présente une lutte comme appartenant à un groupe ethnique, les autres vont croiser les bras. Malheureusement, c'est là que nous sommes. Et là, on en est à des morts. Il faut que tous ceux qui tirent les ficelles arrêtent. Ce n'est pas juste. Merci, il faut Tamba. que l'État fasse la lumière. Merci. Pour les victimes, c'est un impératif républicain. Merci. Si l'État ne le fait pas, il a démissionné et nous avons le droit d'exiger de lui qu'il le fasse. Mais en même temps, dites à tous ceux qui tirent les ficelles d'arrêter. Ce n'est pas normal quand des gens meurent comme ça et que l'on vienne ensuite nous servir de beaux discours. Monsieur Cellou Dalein Diallo aurait dû faire mention du disque de cette bande sonore qui incrimine sa femme. Parce que c'est son épouse. Merci, S'il Tamba. dit aux gens qu'il ne veut pas faire la guerre et dans le pays, il veut pas Les grandes gueules. que ça commence dans sa famille. Merci. Dame Alimatou n'en a pas le droit. Merci Tamba. Allez-y Moussa, bonjour. Merci de nous rejoindre Moussa. Merci. Ouais, forcément un mot à dire sur ces scènes de chaos en banlieue, notamment au quartier Wanindara, suite à la mort des 2 jeunes et du policier. J'aimerais d'abord commencer par dire qu'il y a eu une démarche pédagogique et assez honorable qui a été faite par Ousmane Gawal, qui pendant ce week-end a rencontré certains jeunes qui appelés communicants de l'UFDG et qui sont assez virulents à l'égard de chacun d'entre nous ici sur les réseaux sociaux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à la suite de chaque émission, nous nous faisons complètement découper sur les réseaux sociaux. Des fois des injures qui vont dans tous les sens. Mais Ousmane Gawal a pu faire la démarche auprès de ces jeunes, des injures et des menaces même d'agression. Il a pu faire cette démarche auprès des jeunes pour leur expliquer que le journaliste, ce qu'il peut faire, c'est de donner la parole aux différents acteurs d'une scène politique. Il n'a pas à prendre position pour un parti. Effectivement. Ce n'est pas notre rôle. Et puis, quoi qu'on dise, les médias publics, les médias d'État, de services publics sont là. Et ils ne donnent pas la parole à l'opposition. Les médias privés donnent la parole à l'opposition. Tout ce retentissement, tout l'écho que nous avons, c'est bien parce que la presse privée joue son rôle. Et permet donc à tous les citoyens d'avoir droit à la parole parce que c'est un droit. Voilà. Donc il a pu leur expliquer cela, je pense, avec la centaine de jeunes autour de lui. C'est une démarche que moi je salue. J'aimerais en parler ici pour que ça puisse faire tache d'huile au niveau du RPG. Parce qu'on ne comprend pas le travail du journaliste dans ce pays. On voudrait qu'on prenne position pour un camp. Non, on le fera. On ne prend pas position pour un camp, on prendra position pour le pays. Contre une injustice, contre une inégalité, contre la barbarie. Effectivement. Eh bien, si prendre position contre une injustice frustre certains, je pense qu'on ne peut absolument plus rien faire. Ouais. Il y a eu ces cas du côté de Wanindara. Moi, je savais, parce que je connais un peu la démarche qui est celle de certains agents de nos forces de l'ordre. Je savais qu'avec l'annonce de la mort du jeune policier, qu'il y aurait eu des représailles. Je le savais. C'est pas du tout normal. Non, mais écoutez, oui, c'est pas parce que c'est normal. Injustifié. C'est pas parce que c'est normal. Oui, mais je dis, je le savais. Ouais. C'est pourquoi à la fin de l'émission du jeudi, j'ai demandé à la chaîne de commandement de prendre ses responsabilités pour ne pas. Je l'ai dit à la fin, parce que je savais. Moi, j'estime que même lorsqu'il y a cas de mort et que nous déplorons, parce qu'on ne peut pas quand même s'élever contre le fait que des jeunes aient été tués du côté de Galapa et de Zogota, de Mandiana, sur l'axe Le Prince. On ne peut pas s'élever contre cette tuerie barbare sans s'élever contre le fait qu'un policier ait été tué de façon assez barbare, assez frustrante, assez inhumaine. Lui et les autres policiers également qui ont perdu la vie depuis les manifestations politiques. Tous les morts sont des morts qui ont été causés de façon gratuite, de façon barbare, et ça doit véritablement créer l'indignation sur chaque citoyen. On ne peut pas faire de sélection macabre, c'est pas possible. On ne peut pas faire de sélection à ce niveau-là. Mais en même temps, il faut demander aux agents des forces de l'ordre, lorsqu'une telle chose horrible arrive dans une zone, ce n'est pas toute la localité qui est responsable. Eh bien, vous êtes habillés pour ça, vous êtes formés pour ça, vous avez les services de renseignement pour ça. C'est pas de l'eau à boire pour dénicher dans chaque recoin tous ceux qui se sont adonnés à cette abomination. Vous les prenez et vous les mettez hors d'état de nuit en les mettant à la disposition de la justice. Ce n'est pas par la répression qu'on guérit une répression. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas, par une injustice, guérir une autre injustice. Bien. Par un sang coulé, comment voulez-vous
sécher le sang coulé Ouais. par un autre sang que vous faites couler. C'est pas possible. Ouais. C'est pourquoi dans ce pays, la sensibilisation à la paix, à la justice est difficile. J'en parlais avec un ministre hier. Lorsque vous allez dans une famille de victimes pour leur dire pardonnez, réconciliez-vous, acceptez d'oublier peut-être. Au moment où vous faites cette démarche républicaine, on vous appellera sur place que de l'autre côté de la ville, ils ont encore ôté une autre vie. Comment dans un tel contexte, vous pouvez réussir à faire une sensibilisation? C'est pourquoi je comprends un peu l'attitude des colombes de la paix. Elles ne peuvent pas tout le temps être dans la rue en train d'aller auprès des familles de victimes pour leur dire pardon. Le pardon ne construit pas un pays. C'est la justice qui construit un pays. Ce n'est pas le pardon. Ce n'est pas le pardon. On aura beau faire de déplacer tous les imams de la ville de Conakry, même Monseigneur Vincent Koulibaly, pour aller auprès des familles des victimes en demandant pardon. Eh bien, je vous dis une chose, on peut du bout de lèvres accepter, mais seule la justice, qui a une valeur réparatrice, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la justice a des éléments. Seule la justice qui a une valeur réparatrice peut amener les familles à pouvoir raffermir un peu, à pouvoir tempérer un peu leur tension, à pouvoir accepter de continuer vers l'avenir. Moi, je veux aussi préciser une autre chose. Le cas de ces lueurs, de ces étincelles, de ces lumières au sein de l'UFDG qui ont commencé à verser un peu dans la communautarisation du discours politique à outrance. J'en étais choqué. À outrance. Je l'ai dit ici. J'ai eu des échanges avec Tchangel là-dessus. Des échanges qu'on n'a pas terminés, mais qu'on va terminer, Inch'Allah. Ouais. Mais je peux comprendre une chose. Lorsque vous appartenez à une communauté, au sein d'une nation, et que les patronymes des personnes qui ont été tuées, et que ces patronymes se ressemblent, c'est légitime que vous ayez un ressenti normal, comme quoi c'est votre communauté qui est victime. Effectivement. C'est un ressenti légitime. On ne peut pas leur arracher ça. Ouais. Mais sur le plan légal, on ne peut pas non plus oublier qu'une baïonnette qui n'est pas intelligente a tué également des gens du côté de Galapay, a tué des gens du côté de Mandiana, a tué des gens du côté de Sikri parce qu'on n'en parle pas. Ouais. Ceux qui ont tué aujourd'hui, qui tuent aujourd'hui dans l'ombre, ce sont les mêmes qui, à des époques un peu reculées, un peu récentes, ont été également à la commande, ont pu diriger ces mêmes baïonnettes contre des citoyens paisibles dans d'autres zones de la Haute-Guinée. Il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est un cercle vicieux. Les gens qui agissent aujourd'hui, ils n'ont pas une certaine vigilité. Rappelons-nous, ayons un peu de mémoire. Ce sont les mêmes qui dirigeaient hier leurs baïonnettes contre des citoyens du côté de la Haute-Guinée. Contre des citoyens du côté de la Haute-Guinée. Rappelez-vous. Si l'État ne prend pas ses responsabilités, encore une fois, lorsque je parle de l'État, je veux parler principalement du gouvernement, il faudrait que le gouvernement, parce que c'est sa responsabilité première, d'appliquer la justice pour que les citoyens puissent avoir le sentiment qu'ils appartiennent à une même nation. C'est l'injustice qui crée le repli identitaire. C'est l'injustice qui crée le repli identitaire. Si vous laissez les morts de l'Axe être des morts d'une communauté, des morts récupérables et récupérés par un parti politique, un cimetière récupérable par un parti politique, messieurs les gouvernants, c'est normal qu'il y ait un repli identitaire et c'est normal que ces jeunes se disent c'est ma communauté qui est visée parce que c'est nous qu'on tue, c'est nous-mêmes qui enterrons nos morts, c'est nous qui pleurons nos morts. Alors que l'État est présent, l'État a l'obligation de faire comprendre à ses concitoyens qu'ils sont d'abord des citoyens guinéens avant d'être des militants de l'UFDG ou d'un quelconque parti politique. Et bien, quand une personne est tuée sur ce axe-là, c'est un Guinéen qui est mort, et bien l'État doit être présent. Mais on ne le fait pas. Bien. Aujourd'hui, écoutez, il y aura un symposium. Le policier qui est mort, moi, je n'ai pas pu regarder les images. Mais il y aura un symposium à son honneur. Et on aurait pu en faire pour les autres. Mais oui, absolument. Moi, je le dis, ce pays, c'est clair. Il y a trop de lâches ici. Je ne veux pas insulter. Les grandes gueules. C'est pas normal. Ils disent la paix du bout des lèvres, mais au fond, leur démarche est complètement l'opposé de ce qu'ils disent. Ils disent ce qu'ils ne font pas, ils font ce qu'ils ne disent pas. Il n'y a pas eu 500 morts quand même depuis que le régime Condé est là. Depuis que le régime Condé est là. Je touche du bois. Peut-être que je n'ai pas les statistiques macabres, mais heureusement, parce qu'on ne peut pas avoir une exactitude dans ce domaine aussi funeste. Mais je dis, s'il y avait une volonté de paix dans ce pays, de justice dans ce pays, on aurait pu former une délégation avec le ministère de l'Unité nationale, avec le ministre de la Justice. Une délégation qui ne va pas
aller demander pardon et que ça s'arrête là, mais pour aller dans chacune des familles où un être cher a été tué de façon barbare lors d'une manifestation, en commençant par la forêt, en commençant par la famille de Zachariou qui a été la première victime de ces manifestations. En allant dans chacune de ces familles, non pas pour donner un sac de riz et 1 million de francs guinéens, mais pour leur dire, c'est de notre responsabilité en tant que gouvernant aujourd'hui de faire la lumière sur la mort barbare de votre fils. Sachez que nous en sommes conscients et que nous n'oublions pas, nous ferons tout pour que lumière soit faite sur la mort de façon honteuse de votre fils. Sachez que l'État en est responsable et nous allons prendre nos responsabilités. Cette démarche pédagogique de réconciliation, de paix, peut être complétée plus tard par un mécanisme de justice applicable, un mécanisme de justice éclairé. Mais on n'entreprend pas une telle démarche. Ben, il y a eu des morts là-bas. À combien? 2. Ok, il n'y a pas de problème. Ils vont mettre ça sur des pancartes. Ça fait 2. Après, le tableau noir est là. On écrira également il y a eu 2 autres morts. C'est tout. On s'arrête là. Bien. Faisons attention. Je vais lancer ce dernier message. Le précipice n'est pas loin. Je lance ce message-là. Notre vie est entre les mains de Dieu. Mais Dieu nous a donné des gouvernants. Et ces gouvernants doivent prendre leurs responsabilités pour sauvegarder nos vies et nos biens. Bien, Moussa. Nous sommes dans un pays qui n'est pas sur une planète... c'est un 6e continent. C'est un 6e continent. Nous sommes dans une seule région qui fait face à un contexte assez difficile de crise terroriste. Faisons attention. Bien, Moussa. Les âmes qui se replient dans leur communauté sont des âmes facilement récupérables par les marchands d'armes. Par les marchands d'armes, par les djihadistes qui n'ont d'autre discours que le discours communautariste, qui font de la guerre la seule issue pour pouvoir faire régner la paix. Il faut faire très attention. Vous avez vu la vidéo sur France 24. Ouais. Faisons attention. L'État doit prendre ses responsabilités. Faisons attention. Faisons attention encore une fois. La justice, seule la justice pourra libérer. Donc, merci Moussa. Je pense que le maximum a été dit. Si tout n'est pas dit, de toutes les façons, moi, ce que je voudrais dire, il faudrait que les Guinéens sachent que les gouvernants passent, l'État demeure et ce pays restera. Ouais. Et tant que ce pays restera, il est de notre devoir de faire en sorte que la paix puisse exister. Moi, je voudrais lancer un appel aujourd'hui à l'État. Il faut quand même désacraliser cette histoire de cimetière de Bambeto parce qu'on a l'impression que l'appellation même est gênant. Les grandes gueules. Aujourd'hui, il faut désacraliser ce cimetière-là. Il ne faut pas laisser les esprits faire croire que ce cimetière, c'est ce cimetière où on va tout le temps enterrer des gens qui seront morts suite à des manifestations. Tout ça, ça prépare les esprits. Tout ça, ça réchauffe les esprits. Tout ça, ça communautarise le débat. Ça braque les esprits. Ça braque les esprits, ça braque. Et encore une fois, il faut dire une chose. Tant que la justice ne va pas sévir dans ce pays-là, nous continuerons. Il y a eu le budget qui a été voté pour dédommager les différentes familles qui ont été victimes de manifestations politiques jusqu'à l'heure. Mais pourquoi ne dégageons pas ce budget-là? Pourquoi ces familles-là ne rentrent pas en possession, il ne serait-ce que de cela, pour soulager un peu leur conscience, pour au moins croire au fait que l'État est prêt à les accompagner dans leur souffrance. La dernière chose que je voudrais dire, autant on organise un symposium à la mémoire de ce policier qui a été lâchement tué du côté de Wanidara, autant chaque victime d'une manifestation, quel que soit son âge, quelle que soit son appartenance politique, devrait faire l'objet d'un tel événement pour au moins lancer un message à sa famille et succédemment. Mais regardez un peu lorsqu'il y a des victimes, regardez un peu lorsqu'il y a des tueries. Allez-y un peu visiter la morgue lorsque les familles viennent récupérer les enfants ou les jeunes qui sont tués dans la rue. Mais c'est pitoyable, ils sont esselés. Vous n'avez la présence d'aucune autorité de l'État. Moi, j'en ai assisté à 2 autres où vous n'avez la présence d'aucune autorité de l'État. Alors, les 2 dernières auxquelles moi j'ai assisté, c'était en compagnie du ministre Gassama Diaby qui, lui, en voyant cela, a presque coulé les larmes parce que pour lui, c'était impossible que des jeunes comme ça soient tués dans les manifestations et que l'État ne vienne pas accompagner les familles dans le processus d'inhumation. On laisse une récupération politique. Oui. Gassama était en contact avec Sékou Koundono lorsqu'il était sur le terrain à Wanidara. Je pense qu'il y a eu des échanges pour que les démarches puissent aller auprès des imams, auprès des leaders d'opinion. Il a pu rester en contact avec lui sur le terrain parce que tout simplement, tout ce qui touche aux droits de l'homme, ben, vous savez, je pense que ce sont des démarches qui, aux yeux de plusieurs, ne valent rien, mais pour des familles
qui pleurent la douleur de la perte d'un âme, c'est un acte éminemment important. Il faudrait que l'État sorte aussi de cette façon de regarder à distance tous ceux qui sont morts du fait des manifestations politiques en eux-mêmes participant au catalogage et de participer à un moment donné à récupérer l'événement funéraire et en faire un événement national pour qu'au moins les familles puissent se sentir un peu soulagées, les familles puissent sentir la présence de l'État. Une dernière chose très rapidement. Oui, allez-y. Tamba parlait de solutions par rapport à l'axe. Moi, j'ai proposé, il faut dire à l'État de prendre à un moment donné ses responsabilités. Tous ces jeunes qui sont sur l'axe et qui s'adonnent à des violences, la plupart des jeunes, 60-70%, sont des jeunes qui dorment à même les rues, à même les marchés, etc. L'État peut leur proposer, dans cette zone, une formation professionnelle gratuite. C'est la responsabilité de l'État. Il faut les aider à sortir de la rue. À sortir de l'oisiveté. C'est aussi la responsabilité. Vous ne pouvez pas rester là à regarder les gens tout en leur disant vous êtes violents, vous êtes violents, vous êtes violents. Les grands leur proposer des solutions de sortie de violence. Il faut les proposer une perspective d'avenir. Bien. Allez-y, Tamba. Moi, je veux qu'on sorte ces histoires de symposium. On fait un symposium. Éviter qu'il y ait des morts. Des gens qui... C'est aussi simple que ça. Il faut éviter qu'il y ait des morts. Et s'il y en a eu... Mais en même temps, on est face à une situation. Laisse-moi y aller. On est face à une situation. S'il y en a eu, on donne un symposium à cet agent des forces de l'ordre. Que fait-on d'établir la lumière sur qui l'a tué? C'est pourquoi il faut faire l'effort de nous trouver un ministre suffisamment engagé, suffisamment courageux pour faire la lumière sur ces 4 victimes. Il y a combien de victimes aujourd'hui? Non, si. Roby, c'est un problème de leadership. Roby. Le seul ministère, le ministère de la Sécurité à ma connaissance, le ministère de la Sécurité à ma connaissance, si vous faites les statistiques, en 8 ans de pouvoir de Alpha Condé, il y a eu 6 ministres à la sécurité. Donc, une moyenne de 1 ministre par an. Qu'est-ce qu'un ministre peut faire pendant une année? Roby, je vais te dire. Dans une entité aussi pourrie que la police. Je pense que les réformes sont nécessaires, les réformes solides sont nécessaires, et en une année, on ne peut pas faire de réformes. Je pense que ce n'est pas la cadence de changement des ministres qui va être la solution au ministère de la Sécurité. Il faut que la justice accompagne. Maître Cheikh Sako a une longévité imparable au niveau du ministère de la Justice, mais quel résultat il a dans ce domaine? Rien du tout. Rien du tout. Merci, Roby. Je suis convaincu que si nous avions un ministre, sans faire la promotion de qui que ce soit, si nous avions un ministre comme Gassama, je pense que les choses... À la justice. Absolument, ça aurait été différent. Moi, je dis tout simplement, c'est une histoire de personne. C'est ton avis, laisse-moi terminer, s'il te plaît, réagir. Alors, je pense personnellement que, Abakar, quand il y a... Aujourd'hui, on table autour de 103 victimes. Quand il y a 100 victimes dans un pays et qu'il n'y a pas eu de lumière, vous, ministre de la Justice, vous faites quoi? Mais vous démissionnez. Mais c'est ce qu'il faut faire. Ouais, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il est toujours là? Moi, je pense qu'il nous faut trouver quelqu'un qui fasse la lumière. 103 victimes, c'est inacceptable. Il faut dire la lumière, il faut trouver la vérité sur qui a tiré, sur qui a tué ces victimes innocentes, qui sont aussi nos frères. Merci. Merci, Tama. Pour clore, demander à Cheikh Sako de démissionner, c'est de lui dire que, quelles que soient vos compétences, avec le président de la République, qui est le professeur Alpha Condé, vous ne pouvez pas faire votre travail. Et c'est justement là le problème. Amenez le meilleur. Amenez le meilleur. Non. Vous n'allez pas parler à sa place quand même. Est-ce que pour une fois, il est sorti dans les médias pour dire pour se plaindre de quoi que ce soit de la part du président? Je parle par rapport à la proposition de Tamba. Au fait, amener le meilleur aujourd'hui à la tête de ce département, tant qu'il n'y aura pas une volonté politique derrière, une vraie politique qui émane du chef, du président. Vous pensez qu'il en est empêché? Quand ça ne marche pas, excuse-moi, quand ça ne marche pas... Vous pensez qu'il en est empêché? Non, mais quand ça ne marche pas... Bien. Justement, c'est justement parce que dans ce pays, on pense tout politique. Si le travail n'est pas fait sciemment, n'est pas fait correctement, on pense tout politique. Dès qu'il y a eu une pensée politique là, ou bien ethnique, ça bloque le travail. Demander aujourd'hui à M. Cheikh Sako de démissionner, c'est justement reconnaître que là où il est, il ne peut rien faire. Et c'est ce qui est en train de... Moi, mon appel par rapport à Keira, il faudrait qu'il arrête au moins cette communication. Il y a eu des Guinéens qui sont tués. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est à la justice de se prononcer, mais par beaucoup de témoignages, il est dit que les forces de l'ordre sont responsables. Lui, parce que
il ne peut pas simplement dire aux Guinéens comme ça, arrêtez, les forces de l'ordre sont républicaines. Mais non, c'est pas possible. Il faut déjà qu'il y ait une justice pour que lui, il se prononce. Donc nous vendre quelque chose comme ça, c'est de nous dire clairement qu'il ne faut pas compter sur lui pour faire la lumière au cas où il y a des agents qui commettent des bavures. Oui, parce qu'il prend déjà fait cause pour c'est pas normal, un ministre ne peut pas se le permettre. Qu'il y ait quand même un peu de réserve et qu'il y ait la justice. Et justement, au niveau de la justice, la fois passée, j'ai écouté Ousmane Gawal dans cette émission, lorsqu'on l'a eu, il a fait part de la proposition de l'UFDG, comme quoi il voudrait une équipe mixte au niveau des enquêtes, que par exemple, pour avoir plus de confiance dans les travaux qui seront menés, que eux aussi, ils aient des avocats qui seront dans l'équipe. Exactement. Moi, je pense qu'il faudrait répondre à cette demande de l'opposition, les amener à proposer des personnes. C'est une manière de rassurer et pourquoi pas de garantir le travail qui sera fait, parce qu'encore une fois, tant qu'on ne trouvera pas les coupables qui seront punis, tant que l'impunité prendra le dessus, on ne va pas sortir de cette crise, parce que c'est l'impunité le problème. Une fois qu'un est puni, l'autre ne fera pas pareil. Mais aujourd'hui, les gens se sentent forts de l'impunité qui prévaut aujourd'hui. Bien évidemment, ça va continuer. Merci Mafoudia. La Guinée d'Alpha Condé telle qu'elle se porte. La suite dans un instant. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Nous accueillons à présent notre invité. Monsieur Sano, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Jacques Lewalenou. Alors, monsieur Sano, d'abord, on va commencer par la crise dans le secteur de l'éducation. Vous voyez, la situation est toujours tendue. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de négociation sur table. Comment est-ce que vous observez cette crise-là aujourd'hui, ce blocage qui nous empêche vraiment de reprendre les cours? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez m'exprimer sur ces problèmes qui pratiquement secouent le pays depuis quelque temps. Ouais. Et je voudrais aussi présenter mes excuses à vos téléspectateurs et auditeurs parce que j'ai la voix prise. C'est la médiation qui a fait ça? Non. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre voix? Donc, en ce qui concerne maintenant la question qui est posée, c'est avec le cœur meurtri qu'on revoit encore cette crise ressurgir pendant que toutes les conditions devraient être réunies ou étaient supposées être réunies pour qu'on n'en parle plus. C'est une crise qu'on a suffisamment commentée l'année dernière et en début d'année. Et puis, finalement, grâce à l'intervention du président de la République, une solution a pu être trouvée et un accord a été signé. Je pense que cet accord devrait être au moins respecté. Lorsque je parle... Attendez. Lorsque je parle de respect, je ne suis pas en train de parler des termes et de l'accord même, mais de l'esprit de l'accord. Parce que déjà, c'était le résultat d'un dialogue, d'une négociation et l'amorce de la création de confiance entre les partis, l'État et le syndicat. Aujourd'hui, on se retrouve comme si absolument rien n'a été fait dans un contexte de plus en plus dégradant. Je pense que nous devons, tout le monde, se ressaisir. Quand vous dites que cet accord devait au moins être respecté dans son esprit, à quoi vous voulez faire allusion? Regardez, on dit que l'État est une continuité. Et j'écoute récemment les commentaires sur les accords qui ne sont jamais respectés et qui conduisent aux crises. On aurait pu au moins mettre cet accord-là à l'abri de cela. Si, sur le plan politique, les accords peuvent être traités de cette façon-là, ce que je ne comprendrai même pas, il s'agit là de l'éducation, un secteur sensible, pour moi, qui est un secteur prioritaire. Et aujourd'hui, il y a plus de 2 millions d'enfants guinéens qui sont en dehors des classes. C'est ce qui est en jeu. Alors, moi j'ai un problème. Maintenant, lorsque l'accord prévoit que les 8 millions pouvaient faire l'objet de discussion,
Mais discuter. En tout cas, c'est l'accord qui le dit. Voilà. Mais C'est l'accord qui l'a dit. Discuter. Qui a prévu donc ne fermez l'ouverture pas des couloirs de Tambata. négociation. Il ne faut pas fermer la porte à cela. Quelles que soient les difficultés, il faut continuer à maintenir le cadre et préserver la confiance pour que les gens, on puisse rapprocher les positions. Oui, mais bien sûr que le c'est- couloir de négociation il a été ouvert. C'est ce que je ne comprends pas en fait dans le propos. Il y a eu un couloir de négociation qui est justement ouvert et c'est autour des 8 millions. Maintenant, le gouvernement a apporté des propositions. Le SLEG apporte les siennes. Et quand je disais tout à l'heure que je ne comprenais pas, c'est justement en quoi cet accord ou même son esprit n'a pas été respecté. Non. Tamba, tu as dit tout de suite là, qu'il y a un problème d'ego. C'est en violation de l'accord. Ça met en danger l'accord. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est toi qui le dis. Et lorsque on en arrive là, je pense que la question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui a fait qu'une opportunité aussi simple puisse nous conduire à des problèmes d'ego? Moi, je pense que ça, c'est une question extrêmement importante. Et n'oublions pas trop le contexte dans lequel nous sommes. Moi, à mon avis, il n'est pas tard de trouver une solution. Il n'y a pas... Personne ne va gagner. Ouais, justement, comment y arriver? Justement, comment y arriver? Comment C'est ça y la arriver question. à ce stade de la crise? Tamba parlait tout à l'heure de guerre d'ego. On a le SLEG qui à un moment disait que non, d'ailleurs, les 8 millions ne sont pas négociables. Le pouvoir qui dit niet. À ce stade, sur quoi est-ce qu'il faut miser pour sortir de cette crise? C'est-à-dire abandonner les positions extrêmes. Vous savez, lorsqu'un problème de négociation se pose, qui devrait pouvoir être accepté, en tout cas rapprocher les positions au niveau médian, les protagonistes font des propositions vraiment qui soient à l'extrême et à leur faveur. Donc il ne faut pas que ça nous traumatise. Abandonnons ça. C'est-à-dire que, permettez-moi, En parlant de permettez. Le SLEG peut dire 8 millions, 100 millions. C'est une proposition. L'État peut dire 100 000, 200 000. Moi, je ne sais pas pourquoi. On veut, nous qui sommes en train de commenter, on est des leaders. Travaillons à leur dire, vous avez... Au-delà d'être leader, vous êtes également un soutien à S'il vous plaît. Bakar Souma, il faut le rappeler. Pardon. Au-delà d'être leader, vous êtes un soutien à Bakar Souma, il faut le rappeler. Non, mais attendez, moi, je ne suis pas syndicaliste. Vous l'avez Attendez. clairement affiché. Antoine, Il y a beaucoup d'accusations. Antoine, Mais Souma l'a dit clairement que vous étiez un soutien à lui. Antoine, Oui. je crois que je me suis suffisamment expliqué sur cela. Ouais. Arrêtons, il l'a dit tout de suite, de personnaliser les problèmes. On ne personnalise pas. Moi, je n'ai pas soutenu Abakar Souma. J'ai soutenu une cause, et par conviction. Le SLEG. Non, pas le SLEG. Le combat du SLEG. D'accord. Et donc les 8 millions, vous les soutenez? Non, attends. Je dis, je crois que tu l'as entendu, que on peut parler de 8 millions, qu'on parle de 100 000 aussi. Je viens de le dire tout de suite. D'accord. Donc ne me prenez pas des choses. Je pense que nous devons garder notre sérénité. Non, le propos... non. Oui, Ça me justement, semble Monsieur Sano. Abakar, si tu permets, sur les questions d'Antoine, c'est important, il faut crever l'abcès. On sait que dernièrement, à l'aune de cette grève, la dernière grève du SLEG, vous avez été accommodé de toutes les pièces. On vous a prêté beaucoup d'intentions et il y en a qui sont allés même jusqu'à penser que vous fomentiez un coup d'État pour renverser le régime. Disons les choses, monsieur Sano. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que vous pensez que vous entendez les mêmes accusations vous revenir, venant notamment du camp présidentiel? Non, écoutez, j'aurais souhaité vraiment ne pas parler de ma personne lorsqu'on est en train de parler de... Mais si, c'est important. C'est important. Nous avons pu apporter notre concours pour la sortie de crise. On n'était pas seul. D'autres personnalités comme le médiateur, comme toutes les personnalités qui viennent d'être citées tout de suite,
Monsieur Koutoubou Sano et puis le ministre Thibou, tout le monde a œuvré. Il y a d'autres aussi, beaucoup d'autres, ont apporté leur contribution pour que la crise là soit atténuée. Après, vous savez, c'est vous qui dites que j'ai été même accusé de vouloir faire Mais bien sûr. un coup d'État. On a dit toutes sortes de choses. Ce n'est pas pour rien que le président vous a reçu, que le président a demandé à vous recevoir. Le 15 mars, oui. Devant vous ici, je me suis expliqué sur ça. Mais ça n'a pas arrêté. Les persécutions continuent et ça continue encore à partir de la présidence. Jusqu'à maintenant. Mais je veux rassurer tout le monde sur une chose. On ne me fera pas taire, quel que soit le prix. Mais comme cela n'est pas le débat, nous sommes là aujourd'hui pour donner notre avis sur cette crise, cette malheureuse crise, et qu'on peut encore circonscrire. Moi, je voudrais demander, parce que vous posez la question de savoir comment il faut faire. Oui. Il faut que le Premier ministre, qui a la responsabilité du dialogue social, prenne ses responsabilités en comprenant que la crise ne peut pas être un problème personnel. Je pense qu'il y gagnerait mieux. Il a commencé... J'aime bien ce que vous êtes en train de dire. La crise ne peut pas être un problème personnel. Il a commencé... Le même discours, le tiendriez-vous à Aboubacar Souma Mais attendez... Parce qu'il semble que ce soit attendez. Vous savez, c'est l'État qui nous régit. C'est lui le chef du gouvernement. C'est lui qui a la responsabilité du dialogue. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est toi qui dis qu'il y a un problème d'ego entre Kassouri et Abakar Souma, tu l'as cité. Donc, c'est ce que je prends là. Il avait bien commencé lorsqu'on l'a vu faire le tour déjà des états-majors politiques. Je pense que cet esprit doit être consolidé. Dire il n'y a pas 8 millions aujourd'hui, il n'y a pas 8 millions en 2019, il n'y a pas 8 millions en 2020. Moi, je consens. Mais dites, on paye 500 000 parce que ça, c'est pas 8 millions. OK? Venez, voyez, ou en tout cas, voilà quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés et qu'est-ce qu'on peut. De l'autre côté, les syndicalistes, notamment Abakar Souma, parce qu'on personnalise toujours les problèmes en Guinée. L'État, et là aussi, c'est un gros piège dans lequel on se retrouve. Peut-être quand l'occasion sera donnée, je pourrai donner mon point de vue sur ce piège-là qui est en train de nous amener, si on y prend garde, au déluge. Bon, alors l'État n'a qu'à au moins faire une proposition. Oui. Entendu dire certaines choses. Effectivement. Attendez. Effectivement. Attendez. On va le saluer. Il faut que nous, surtout vous, parce que vous n'êtes pas n'importe qui ici, aujourd'hui en Guinée, que vous puissiez faire en sorte... Déjà, ce sont les lignes qui bougent comme ça. Quand on dit, bon, ils n'ont qu'à faire quand même quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une volonté. Est-ce que le fait de dire 8 millions ou rien, c'est la réponse à quelque chose d'autre pour monter les enchères? Quand on dit on ne paye pas 8 millions, est-ce que c'est une manière de négocier aussi? Ça, tout cela, moi, à mon avis, ce n'est pas des choses qui me perturbent. Les grandes gueules. Je pense que la force du dialogue doit être priorisée et que cela devrait pouvoir... Antoine, permets. Antoine, si tu permets, Antoine, j'aimerais... Demander 8 millions et après dire qu'il fasse quelque chose, c'est comme si on n'avait pas d'argument solide pour soutenir les 8 millions. On a comme l'impression que le SLEG n'a pas d'argument assez poignant pour soutenir la question des 8 millions. Demander 100 000 francs guinéens en lieu de place de 8 millions, Antoine. On a comme l'impression que le SLEG est désespéré Antoine. et qu'il ne sait plus à quel sens se vouer. Antoine, ça c'est une réflexion dangereuse. Oui. On est dans une situation très grave. La situation là peut dégénérer. Les grandes gueules. Un rapport de... Attendez. Non, attendez. C'est un rapport de force qui est engagé, qui ne devrait pas être. Il peut arriver que l'État, dans sa rigueur, casse le mouvement. Le SLEG n'aura rien. 100 000, c'est mieux que rien. 500 000, c'est mieux que rien. 800 000, c'est mieux que rien. Quittez-vous, journalistes, dans la logique d'entretenir la confrontation. Qu'est-ce qu'on doit dire
pour que dans le position se rapproche. Ouais. C'est ce qui nous semble être important. Que le SLEC de 8 millions, ça tombe à 100 000, ou ça tombe à 2 millions, 5 millions. Personne ne gagne dans ce problème. Je suis du même avis, mais je suis du même avis. Le débat ne doit pas se poser en ces termes. Ouais. Aboubacar, première observation avant de poser ma question. Moi, je pense que depuis que nous sommes là, nous ne sommes pas dans une logique de confrontation. Nous observons ce qui est en train d'être fait. Pas du tout. Nous lisons les textes qui sont liés à ça et nous essayons de l'interpréter. On essaie d'apporter notre part à cela. Nous avons le droit d'avoir cette lecture. Nous avons le droit d'avoir. C'est en cela que je vous encourage. Non, parce que depuis le départ, gardez votre sérénité, sortez de cette logique de confrontation. Non, Monsieur Sano, on a l'habitude d'avoir des interviews avec vous, mais c'est important quand même de vous dire. Moi, je comprends que vous êtes dans une logique du médiateur qui doit éviter de frustrer une telle ou une telle partie, mais dites la vérité. On en a besoin quand la situation est grave à ce point. Parce que nous avons tous conscience que ça peut dégénérer. Et c'est pourquoi nous demandons tous les matins à l'État d'aller négocier. Et par le même moment, nous demandons au SLEG d'avoir une certaine flexibilité. Vous nous avez dit, c'est normal, on peut demander 8 millions. Moi, j'ai posé une question bien simple. Moi, personne n'est contre le droit de grève. Mais on pose la question, sur quoi repose la réclamation des 8 millions comme salaire de base? Vous connaissez bien la structure du salaire et les implications après, si on paie un salaire de base de 8 millions pour chacun. Mieux, je vais avancer pour vous laisser réagir entièrement. On vous dit, ce salaire de base, les 8 millions, il est négociable. Par 2 fois, on a entendu le SLEG revenir nous dire, d'ailleurs, ce n'est plus négociable. On comprend que l'on ait voulu monter les enchères. Réagir, monter les enchères, mais quand on a un tel pouvoir entre les mains, je pense qu'il faut faire attention. Au-delà de cela, ce qui me dérange, c'est la forme. Et j'aimerais bien sûr vous entendre là-dessus. Aboubacar Souma est un syndicaliste comme n'importe qui. Mais il menace d'autres enseignants. Et il leur dit, si vous allez en classe, on va prendre vos matricules et on va s'occuper de vous. On dit à des enseignants, vous qui enseignez au privé, arrêtez d'enseigner au privé, comme ça on va avoir plus de force. Et on menace de prendre la fatwa contre Voilà, et ça a été pris. Ouais. Ça a été pris à Aboubacar. Et ça a été pris à Aboubacar Diallo. Il y a même un enseignant qui a été battu à cause de cela parce qu'il n'a pas voulu suivre la cour. Alors, monsieur Sano, vous savez bien comment ça fonctionne. Encore une fois, sur la forme, et c'est important, est-ce que vous prenez en compte ces agissements qui méritent d'être recadrés? Tamba, je veux rappeler que je ne suis pas syndicaliste. Vous ne m'avez pas posé la question sur les 8 millions. Quels sont les fondements? Ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est qu'il y a 3 millions, ou près de 2 millions d'enfants qui sont en dehors de la classe, qui y viennent. Et ça, c'est de la responsabilité d'abord de l'État, ensuite certainement des enseignants et des parents. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Comment les deux vont négocier, ce n'est pas mon affaire. Seulement, je pense, ce qui m'intéresse entre les deux, c'est qu'on crée un couloir pour qu'ils puissent se parler et qu'on s'investisse à cela. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On va revenir sur cette actualité, sur ce débat avec notre invité, M. Abdourahmane Sano, qui va nous rejoindre dès l'entame de la deuxième partie. Une pause et on revient pour continuer cette émission. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.